Écoutez, Madame la préfète, Monsieur le directeur d'ARS, le directeur de CNAM, Mesdames, Messieurs, euh, 1900, non 1900, vous voyez, je commence à me tromper, 1869. C'est pas évident, mais en 1869, un chirurgien de marine qui s'appelait Jean-Baptiste Fonsagrive a eu l'idée de publier chez Hachette un livret maternel pour prendre des notes sur la santé des enfants. En fait, son idée, c'était un chirurgien qui était hygiéniste, enseignant à Montpellier sur la fin de sa carrière, était de faire participer les mères à la santé de l'enfant, à l'éducation à la santé de l'enfant, au suivi de la santé de l'enfant. C'était aussi pour aider le médecin, seconder le médecin dans le suivi des jeunes enfants sur le point de vue de santé. Ces fameux livrets de Fonsagrive se sont développés au cours du 19e siècle et, en fait, vous l'avez compris, préfiguraient le carnet de santé que nous avons tous connu. Carnet de santé qui est apparu après la Libération en 1945 dans le cadre de notre système de santé solidaire et universel, la sécurité sociale, et ce carnet devenant obligatoire et gratuit. Alors, ces carnets se sont succédés dans leurs formes diverses et variées, mais ont toujours été un objet très symbolique, une histoire familiale. Alors, en réunion de famille, souvent, on va rechercher le carnet de santé pour voir quand l'enfant était plus petit, son poids, sa taille, etc. Donc, c'est vraiment un outil qui appartient à notre vie quotidienne, à notre vie familiale. On l'oublie parfois aussi, c'est un outil remarquable de prévention et de gestion, finalement, de la santé et de gestion de la santé des populations. Alors, pourquoi je vous parle du carnet de santé? Parce qu'aujourd'hui, nous sommes ici pour parler de mon espace santé et de son déploiement beaucoup plus opérationnel, même s'il a démarré il y a 10 mois. Et mon espace santé, c'est le nouveau carnet de santé. C'est l'arrivée du carnet de santé dans l'ère du numérique. Donc c'est vraiment un moment qui est important, qu'il faut marquer d'une pierre blanche. C'est un changement vraiment important dans notre système de santé qui va nous permettre de suivre mieux le suivi des patients, la prévention, les différentes pathologies. Alors, mon espace santé, c'est une plateforme souveraine qui a pour ambition de redonner la main aux citoyens dans la gestion de sa santé tout au long de sa vie. Mon espace santé, comme son nom l'indique, appartient à la personne, n'appartient pas au médecin. C'est mon propre document et vous le savez ou vous le verrez, enfin je pense que vous le savez, vous avez tous déjà déployé et renseigné mon espace santé, bien entendu. Vous verrez que c'est vous qui êtes propriétaire de vos données et que c'est vous qui décidez qui va avoir accès à vos données. Alors, pourquoi Avignon? Et je tiens à remercier le centre hospitalier d'Avignon qui marque finalement la première étape de ce déploiement de mon espace santé. L'implication du centre hospitalier d'Avignon dans le déploiement du numérique en santé, de la e-santé, est absolument remarquable, comme on a déjà commencé à le voir au niveau de l'accueil. Et c'est aussi pour un peu saluer ce premier de cordée, j'oserais dire, qu'est l'hôpital d'Avignon dans le déploiement du e-santé, que nous avons souhaité faire ce démarrage ici. Alors, vous vous souvenez tous les uns et les autres des affres du DNP, le dossier médical partagé, patient, il a eu plein de noms. Vous nous avez dit on n'y arrivera jamais, de toute façon c'est mort, vous ne pourrez rien faire. Eh bien, nous y sommes arrivés. Nous y sommes arrivés après plus de 3 ans de travail sans relâche pour lever les freins techniques, pour mettre en place cette infrastructure, mettre les fondations dans le principe longtemps décrit de l'État plateforme, finalement, ce principe que l'État apporte la structure de base aux différents outils et autour de cet État plateforme vont pouvoir s'agréger un certain nombre d'applications et on sera amené à en reparler puisque c'est aujourd'hui, monsieur le directeur, que sont lancées les 12 premières applications qui sont en parallèle avec mon espace santé. Alors, je ne vais pas faire de comparaison avec une marque à la pomme, mais c'est un petit peu pareil. Vous avez la plateforme et les applications qui vont être validées dans cet outil. Alors, 10 mois après le lancement du projet, 3 ans de travail, 10 mois après le lancement, 65 millions de carnets numériques ont été ouverts et sont opérationnels. Une volonté de nos concitoyens de s'approprier cet outil, puisque seulement 2% de refus d'ouverture de ces carnets de santé numérique, ce qui est très très peu, ce qui nous place parmi les meilleurs au niveau européen sur l'ouverture de ces carnets numériques. N'importe où, n'importe quand, vous pouvez accéder à vos dossiers de santé. N'importe où, n'importe quand, vous comprendrez que c'est quelque chose qui me parle tout particulièrement
ancienne maintenant urgentiste. Le nombre de fois où des personnes arrivant en urgence, nous n'avons pas d'informations sur sa santé, nous ne savons même pas les traitements qu'ils prennent, eh bien, mon espace santé nous permet, a fortiori en urgence, même quand les gens sont inconscients par une procédure dite bris de glace, en tout cas, d'avoir accès à des données qui sont essentielles. Vous comprenez bien tous, et je vois beaucoup de professionnels dans la salle, qu'une personne sous anticoagulant, si on ne le sait pas, dans le cas d'un accident de la route, eh bien, ça peut entraîner des grandes difficultés de prise en charge. Donc c'est vraiment un outil, c'est son outil, mais c'est un outil essentiel pour les professionnels de santé. C'est un outil qui va nous permettre, là aussi, de déployer la prévention encore plus. Vous le savez, dans le cadre du financement, du nouveau plan de financement de la sécurité sociale, nous avons prévu des rendez-vous de prévention aux âges clés de la vie. Ces rendez-vous de prévention, ils ont deux objectifs, ils ont deux impératifs. Le premier impératif, c'est qu'on aille voir les gens qui sont les plus loin du soin pour les ramener vers le soin et vers la prévention. C'est cette politique de aller vers les personnes les plus loin du soin. Et ces carnets de santé vont nous permettre également d'informer les gens, puisqu'on a un système de messagerie, j'y reviendrai, qui leur permet de les informer. Et puis, ça va nous permettre aussi de construire des parcours de santé autour de la prévention. Et là aussi, mon espace santé va être absolument essentiel. Je parlais de messagerie. Cet outil dispose d'une messagerie entièrement sécurisée entre le professionnel de santé et le patient, entre les professionnels de santé entre eux, qui permet là aussi des échanges extrêmement précieux et extrêmement pertinents d'informations. Tout ceci, bien sûr, totalement sécurisé. Alors, mon espace santé, c'est ma santé à portée de main, c'est ma santé dans la poche, sur nos smartphones. Ça va devenir, j'en suis persuadé, un réflexe du quotidien. Pour tout ce qui concerne votre santé, vous aurez maintenant le réflexe d'aller sur mon espace santé et de vérifier que tout est en place. Un catalogue de services qui se déploie, 12 services ouverts aujourd'hui, 258 services qui sont en phase d'instruction. On comprend bien qu'il y a des exigences extrêmement strictes en termes de sécurité des données, bien entendu, en termes d'interopérabilité et en termes d'éthique, bien sûr. Ces applications étant amenées aussi à échanger des informations entre elles pour toujours être plus précieuses dans l'information sur votre état de santé. Quand on parle de numérique, je pense forcément, on parle beaucoup d'oubliés de plein de choses, mais aux oubliés du numérique, en tout cas à ceux de nos concitoyens qui sont loin du numérique. 13 millions de nos concitoyens ne sont pas à l'aise avec le numérique ou n'ont pas d'accès. Souvent, ce sont certains de nos concitoyens qui cumulent ces inégalités d'accès à la santé, inégalités d'accès au numérique qui va se rajouter à des habitats dans des zones plus sous-dotées en médecins. Donc, bien entendu, ça doit être un axe très, très fort dans le cadre du déploiement de mon espace santé et puis de l'ensemble des ambassadeurs de mon espace santé. Des ambassadeurs, nous en avons vu là à l'entrée, des jeunes au sein de l'hôpital, mais aussi des ambassadeurs auprès de l'ensemble des professionnels de santé que nous allons continuer à déployer pour que même les personnes les plus loin du soin puissent avoir mon espace santé, puissent se connecter, que nous puissions, nous, les atteindre pour l'ensemble des politiques de prévention. Nous ne sommes pas au bout du chemin. Mon espace santé est lancé. Les dossiers sont ouverts. Il faut maintenant qu'ils soient largement utilisés, même si 25 millions de documents ont déjà été mis dans les différents dossiers de mon espace santé. Mais il faut que ce soit utilisé, que ce soit utilisé par les professionnels, que ce soit utilisé par nos concitoyens, que cela devait être un véritable réflexe santé. Donc, le chemin est défriché grâce au service du numérique en santé. Il nous reste à l'emprunter tous ensemble pour que là aussi, nous arrivions à créer cette santé numérique, mais cette santé numérique avec un double objectif, un objectif de mieux soigner, bien sûr, nos concitoyens, mais aussi un objectif fort sur les actes de prévention et comment faire entrer la prévention dans la logique de la santé. Voilà, je ne serai pas plus long. Je vous remercie et je vais laisser la parole à M. Fatto. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. Merci aux équipes, évidemment, du Centre hospitalier d'Avignon de nous accueillir pour, comme vous l'avez indiqué, faire ce point d'étape sur mon espace santé et puis dresser un certain nombre de perspectives que nous allons préciser avec Raphaël Beaufray et Laga Gariani.
Quelques mots rapidement, vous l'avez dit, Monsieur le Ministre, donc je vais le faire de façon succincte. On a lancé à la fin du mois de janvier les 2 premières briques de mon espace santé, c'est-à-dire le dossier médical, le cœur du réacteur, ce coffre-fort numérique qui vous permet de conserver vos données de santé et que vos professionnels de santé et vous-même l'alimentiez. On a lancé la messagerie santé, quelque part en finir avec des données de santé qu'on s'échange trop souvent par des messageries non sécurisées, une messagerie sécurisée citoyenne entre les professionnels de santé et les patients. Et puis, j'y reviendrai, on lance aujourd'hui la 3e brique, c'est-à-dire ce catalogue de services avec 12 applications d'ores et déjà référencées et qui donne quelque part une nouvelle dimension à cet espace santé, une dimension dynamique. J'y reviendrai sur l'apport de cette logique, de ce catalogue de services. Et puis, parce qu'il faut se garder un peu de choses pour 2023, on travaille à la 4e brique, c'est-à-dire cet agenda médical qui vous permettra de consolider à un endroit vos rendez-vous et également des alertes en termes de dépistage et de vaccination. Vous l'avez dit, Monsieur le Ministre, également, les chiffres clés, ils sont rappelés ici. Simplement se redire que l'assurance maladie, en lien bien sûr avec les équipes du ministère de la Santé, ont mené à bien au premier semestre une très grande opération d'accompagnement et d'information, puisque près de 69 millions de bénéficiaires de différents régimes d'assurance maladie ont reçu par mail ou par courrier les éléments leur permettant d'ouvrir leur espace de santé ou éventuellement de s'y opposer. Ou s'ils s'y étaient pas opposés ou si ils n'ont pas ouvert par eux-mêmes, de voir cette création automatique se faire. Donc le bilan, il est, de notre point de vue, d'abord techniquement réussi, puisque cette opération a été faite. Il est réussi aussi en termes de relations avec les patients, puisque moins de 2% des personnes se sont opposées à la création de leur espace, et même un peu moins que ce qu'on a vu dans d'autres pays qui ont aussi utilisé cette logique en bon français de l'opt-out. Et donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, on a près de 65 millions d'assurés qui ont aujourd'hui un espace de santé numérique et donc plus de 98% des Français qui peuvent déjà recevoir un document de santé ou un message, par exemple, à la sortie de l'hôpital d'Avignon. Si je vais un peu plus loin sur différents éléments qui traduisent, et je crois que Raphaël et Ella donneront aussi des éléments sur l'alimentation par les professionnels de santé, vous voyez que d'ores et déjà, plus de 7 millions d'usagers ont activé par eux-mêmes le service. Et si on se dit que quelque part, on a mis un peu plus de 3 ans sur le DMP pour avoir 10 millions de DMP activés, là, en à peine, depuis février, on a déjà 7 millions qui l'ont activé, et sachant qu'on a 65 millions qui ont déjà un espace ouvert. Et on a une dynamique, ce qui est intéressant, c'est qu'on a une dynamique mois par mois, puisque on est sur un rythme de 600 000 activations en moyenne chaque mois. Et ce qui montre que voilà, il y a quelque chose qui se passe, entre guillemets, mon espace santé est en train de s'installer dans la vie de nos assurés. Il s'installe aussi parce que on voit aussi des chiffres intéressants en termes de documents ajoutés par les assurés. Plus de 7 millions de documents ont été ajoutés depuis février. C'est des certificats médicaux, c'est des ordonnances, c'est des directives anticipées, c'est des résultats de biologie. On va le voir tout à l'heure, évidemment, les professionnels de santé alimentent, mais l'usager aussi, c'est un élément clé, vous l'avez rappelé, Monsieur le Ministre, de faire que les usagers prennent en main leur santé, prennent en main leurs données de santé, et donc alimentent ce dossier médical. Ils le font aussi dans leur profil, puisque vous voyez, un peu moins de la moitié, 42% d'entre eux, ont ajouté au moins une mesure dans l'espace santé. On y reviendra, c'est aussi des enjeux pour carnet de santé de l'enfant, et puis pour d'autres éléments sur des pathologies sur lesquelles il y a besoin de suivre des mesures. Et aussi un élément assez encourageant pour nous, c'est que on a des consultations régulières qui s'installent, puisqu'on a aujourd'hui 30% de visiteurs qui reviennent d'un mois sur l'autre. Et donc là-dessus, on se crée une dynamique qu'on va évidemment souhaiter entretenir dans les semaines et les mois qui viennent. Dans l'autre sens, c'est mieux. Mon espace santé, on pense peut-être d'abord, je ne sais pas d'ailleurs au web, en tout cas à un usage sur nos ordinateurs, mais en réalité, c'est déjà depuis le mois de mai une application mobile, à la fois sur, là je peux le dire, l'Apple Store et le Google Store, qui permet aux patients, assurés, citoyens de télécharger leur espace santé sur leur smartphone, et on sent bien que petit à petit cet usage va évidemment s'approfondir et qu'on compte évidemment sur une dynamique plus importante de téléchargement avec petit à petit une convergence
dans l'offre de service qui est permise dans l'application mobile par rapport à l'application qui est utilisable sur votre ordinateur. Mon espace santé, on va y revenir également, c'est quelque chose qui évolue en continu et qui a déjà commencé à évoluer depuis le mois de février, et notamment, là aussi je rebondis, Monsieur le Ministre, sur vos propos, de commencer à en faire aussi un outil de prévention. Si vous allez aujourd'hui sur votre espace santé, vous verrez des messages de prévention en lien avec l'actualité immédiate. Vaccinez-vous pour la grippe. Ça y est, en front page, comme on dit en beau français, quand vous ouvrez votre espace santé, on a un témoin qui nous le fait en direct. Merci, Monsieur le Ministre. Vous avez aussi, si vous continuez, le mois sans tabac, puisqu'on est aussi, là aussi, priorité de prévention. On est toujours bon on n'a pas répété sur ce volet-là. Donc, le début aussi, quelque part, d'une aventure de mon espace santé comme un outil majeur d'information et de sensibilisation et de prévention. On a aussi un calendrier vaccinal qui vous permet de vous rappeler à telle date, et on pense notamment au calendrier vaccinal des enfants, de rappeler les périodes à laquelle les différents vaccins doivent être faits. Vous avez, je crois, voilà, des exemples de ce que j'évoquais sur, par exemple, un profil médical d'une petite fille, et on rappelle à quelle période les vaccins doivent être faits en fonction de l'âge. Toujours dans les évolutions, on a de façon constante avec nos amis de la délégation du numérique en santé et avec les parties prenantes, avec France Asso Santé, le souci d'améliorer l'ergonomie du produit, entre guillemets, de mon espace santé et de l'enrichir. Et c'est la raison pour laquelle on a notamment créé une rubrique qui s'appelle « Mon histoire de santé », qui s'appuie à la fois sur ce qu'on appelle l'historique de remboursement, c'est-à-dire tout ce que l'assurance maladie détient en termes d'informations sur votre consommation de soins. Vous êtes allé en pharmacie, vous avez une consultation, vous êtes allé à l'hôpital. Ça fait partie de ce qui est dans mon histoire santé, et on a enrichi cette historique de santé avec des éléments, y compris que l'assuré peut lui-même mettre dans cette rubrique Mon Histoire Santé, d'en faire un outil beaucoup plus dynamique et plus facile à utiliser. Voilà, vous avez un exemple de cette histoire de santé ici qui vous donne des éléments un peu plus détaillés sur un passage par une pharmacie notamment, ou le passage par un laboratoire de biologie pour réaliser un examen. Et toute cette histoire de santé, il est d'abord nourri automatiquement par les données de l'assurance maladie de consommation de soins. Un élément important de cette journée et qui est l'ouverture du catalogue de services sur laquelle je voulais revenir rapidement pour essayer d'en partager l'objectif. On le sait, l'écosystème, comme on dit, du numérique en santé, il est extrêmement dynamique et on a presque tous les jours des nouveaux sites, des nouvelles applications publiques, privées, qui viennent quelque part intervenir dans le monde de la santé. On pense typiquement du côté des hôpitaux, des portails patients pour l'admission. On pense à des applications qui font des suivis de pathologie. On pense à des applications qui, bien sûr, permettent de prendre des rendez-vous. Des applications de bien-être, de suivi des traitements. Il y a, j'utiliserai pas le mot Far West qui est sans doute péjoratif, mais un bouillonnement de ces applications, et c'est évidemment quelque chose de très positif sur lequel on a souhaité s'appuyer pour construire ce catalogue de services, en se disant que l'objectif, c'est d'aider d'abord les citoyens à se retrouver dans ce bouillonnement d'applications au travers d'une démarche, j'y reviendrai, de référencement. D'essayer d'accompagner pour leur dire on a regardé un certain nombre d'applications, on les a référencées sur des critères d'éthique, de qualité, de sécurité, évidemment de respect du RGPD. Et donc, quelque part, on signale, sans obligation aucune, j'y reviendrai, aux assurés que ces applications, elles ont été référencées par la puissance publique. C'est aussi un outil de valorisation et quelque part aussi de régulation du secteur. Ça favorise pour nous aussi le partenariat public-privé. Ce partenariat, il est au cœur du projet de Mon Espace Santé depuis le début, de cette logique, Monsieur le Ministre, vous l'avez rappelé, d'un État qui ne fait pas tout, mais qui est d'abord un État plateforme. Et ce catalogue d'applications, c'est vraiment l'incarnation d'un État plateforme qui va permettre aux applications privées d'être référencées, aux applications publiques aussi, mais de se retrouver identifiées comme satisfaisant à un certain nombre de critères. Et donc tout ça, c'est au service d'une ambition, c'est d'améliorer la qualité de service pour les usagers. Donc on ouvre aujourd'hui
ce catalogue d'applications. Je vais y revenir, une douzaine d'applications qui, à ce stade-là, ne vont pas pouvoir encore échanger des données avec mon espace santé. Ça, c'est une étape que sur laquelle nous travaillons, en lien étroit, bien sûr, avec les équipes du ministère de la Santé, en lien avec l'ANSSI, en lien avec la CNIL, pour pouvoir, avant la fin du premier semestre, permettre cet échange de données dans des conditions sécurisées. Un point sur lequel j'insiste beaucoup, c'est que tout ça, vous l'avez dit aussi, monsieur le ministre, est à la main de l'assuré, est à la main du patient. C'est lui qui décide. Est-ce qu'il a envie d'utiliser ces applications dans le catalogue? Il n'y a aucune obligation. On lui offre une possibilité aujourd'hui d'identifier des applications référencées. Demain, s'il le souhaite, application par application, selon ses besoins, que ces applications échangent des données avec mon espace santé. 2 mots, ou même un peu plus, pour expliquer comment ce référencement a été construit, sans rentrer trop dans la technique, simplement pour partager avec vous que c'est un processus exigeant, puisque près de 150 critères doivent être respectés pour être référencés, des critères juridiques, des critères techniques, des critères de sécurité et des critères éthiques. Et ces critères, on n'est pas les seuls, entre guillemets, l'assurance maladie et vos équipes, monsieur le ministre, à les analyser. On fait un travail technique conjoint, mais on partage aussi ce travail avec une commission de référencement qui associe des représentants des usagers, des représentants des professionnels de santé, des experts du numérique et du droit des données. Et je crois que Ella Gariani et Raphaël Beaufret ne me contrediront pas pour dire que les premières réunions de cette commission ont montré un haut niveau d'exigence, à la fois une appropriation forte de la démarche, mais aussi un haut niveau d'exigence, avec un respect très appuyé, notamment du RGPD, des conditions d'hébergement en France, de tout ce qui tourne autour du respect de la loi informatique et liberté. Et donc, on est tous extrêmement attentifs à ces sujets, mais la commission de référencement, elle participe de ce travail partagé qui fonctionne. Ce qui est rassurant, c'est que la démarche, elle est exigeante, mais elle fonctionne, puisque 12 services qui sont déjà référencés, on ne va pas vous les lister les uns après les autres, mais vous avez des applications, des portails de préadmission hospitaliers, le MyGHT Limousin, vous avez des applications autour de dispositifs médicaux connectés, WeThings, vous avez des applications privées de conseil en santé, Mapato. Je fais un peu de pub pour la maison assurance maladie, vous me le permettez, monsieur le ministre, une application qui s'appelle le Compte Amélie, qui est bien connue de 42 millions de Français, mais aussi santé.fr, qui est aussi un outil qui a été énormément utilisé pendant la crise, qui donne toute une série d'informations sur notamment la localisation de l'offre de santé. Donc voilà, je dirais un panel qui n'est pas représentatif, mais qui montre la diversité de ce domaine. Et vous l'avez dit, il y a beaucoup de monde au portillon. Plus de 250 applications qu'on va, on l'espère, référencer dans les prochaines semaines et les prochains mois. On a un rythme de commission de référencement qui est extrêmement intense. Et donc, ça aboutit à quelque chose qui, en effet, a une tête de catalogue d'applications qu'on peut voir dans d'autres endroits, que vous allez retrouver à la fois d'ailleurs sur votre smartphone et sur le web. Voilà, la page qui va permettre aux assurés d'identifier les catalogues d'applications référencés. Et puis, si ça les intéresse, c'est aussi tout ça qu'on veut créer, une dynamique plus forte pour que ces applications soient mieux connues, plus utilisées, parce qu'on considère qu'elles rendent un service en matière de santé pour les assurés de ce pays. C'est pas fini, évidemment, mon espace santé, puisque on a, y compris dans les prochaines semaines, un certain nombre d'améliorations, d'évolutions qui vont toujours dans le même objectif, essayer de simplifier la vie de ceux qui l'utilisent. Typiquement, avant la fin de l'année, on pourra utiliser les systèmes de lecture d'empreintes digitales et de reconnaissance faciale qu'on utilise tous sur notre smartphone pour avoir un accès encore plus facile à mon espace santé et dans des conditions de sécurité, évidemment, parfaitement maîtrisées. Continuité avec ce que vous évoquiez, monsieur le ministre, depuis 1869, si j'ai bien retenu. Voilà, le carnet de santé numérique de l'enfant a de l'avenir, puisque voilà, notre ambition, c'est de faire de mon espace santé ce carnet de santé numérique. Il y a déjà des choses, je l'ai évoqué, sur le calendrier vaccinal de l'enfant. Il va s'améliorer encore en termes d'ergonomie. On va l'alimenter avec des recommandations adaptées en fonction de l'âge de l'enfant. On va y intégrer ce qui est un peu le produit phare d'un carnet de santé aujourd'hui, c'est les fameuses courbes de croissance. Et ça, on va les intégrer d'ici la fin de l'année dans mon espace santé. Et puis,
Ça va prendre un peu plus de temps, mais notre ambition partagée avec les équipes du ministère, c'est de dématérialiser les comptes rendus des examens obligatoires de l'enfant, parce qu'on sait qu'on perd beaucoup d'informations sur ces comptes rendus, et de l'idée de les faire s'intégrer naturellement dans mon espace santé, ça nous semble être de nature à construire ce vrai carnet de santé numérique. Et puis je l'ai évoqué, 2023, un agenda médical pour centraliser ces rendez-vous médicaux, c'est la dernière brique quelque part du projet Mon Espace Santé. Voilà ce que je voulais partager, Monsieur le Ministre, et si vous êtes d'accord, je vais passer la parole à Raphaël Beaufray, co-responsable du numérique en santé, qui va notamment vous parler du Ségur numérique, qui est évidemment une des conditions de la réussite de Mon Espace Santé. Merci beaucoup. Je vais effectivement vous présenter l'aspect des logiciels des professionnels, c'est-à-dire vous avez compris que Mon Espace Santé a aussi beaucoup d'intérêt parce qu'il est alimenté par les professionnels, quels qu'ils soient, médecins de ville, hôpitaux, EHPAD, établissements médico-sociaux, et c'est un point très très important pour que cette information elle remonte et que le patient n'ait pas à, depuis chez lui, aller scanner ou prendre en photo avec son application mobile les différents documents. À l'appui de cette ambition, il y a un programme qui s'appelle le programme Ségur numérique qui a été conçu et qui est en cours de travail, qui constitue un investissement historique pour justement organiser le partage fluide et sécurisé des données de santé entre professionnels et avec l'usager. Très concrètement, cela consiste à mettre à jour les logiciels des professionnels, quels qu'ils soient. Ils sont nombreux, il y a des différents marchés selon les différents types d'établissements ou les différents types de professionnels, pour que ces logiciels, dans un temps relativement court, arrivent à être à jour pour justement avoir les critères d'interopérabilité, de sécurité qui leur permettent d'envoyer justement les documents et les données de santé vers Mon Espace Santé. Et donc ça, c'est un dispositif inédit qui est financé dans le cadre du plan de relance qui s'appelle le dispositif Système ouvert et non sélectif, SONS, qui constitue donc à mettre à jour un certain nombre de logiciels des professionnels. En parallèle de ça, pour jouer sur les différents tableaux, donc en parallèle de ces financements qui sont destinés aux éditeurs, donc aux logiciels, il y a des financements qui sont destinés aux acteurs, dont fait partie par exemple le Centre Hospitalier d'Avignon, avec des leviers incitatifs pour dire il y a des cibles d'usage à atteindre pour notamment l'alimentation de Mon Espace Santé, avec des rémunérations, des mécanismes financiers incitatifs pour inciter ces acteurs à aller vers l'alimentation notamment de Mon Espace Santé, mais pas seulement. Par ailleurs, la transmission, par exemple, pour les hôpitaux, des lettres de sortie aux médecins de ville correspondants par messagerie sécurisée, qui est également un enjeu très important. Donc il y a un certain nombre de programmes, notamment pour les libéraux, l'avenant 9 à la convention médicale et le forfait structure. Pour les hôpitaux, c'est un programme qui s'appelle le programme SONES, qui contribue à ce deuxième levier, qui est donc un levier incitatif. Et puis, à l'appui de tout ça, il y a des obligations réglementaires où il y a eu... et c'est une démarche progressive, un certain nombre de travaux pour préciser dans quelle situation et quels documents devaient réglementairement être systématiquement alimentés à Mon Espace Santé. Et donc, on a beaucoup travaillé sur ces enjeux. Donc ça, c'est un grand programme, 2 milliards d'euros qui se divise en à peu près 1,4 milliard sur la partie sanitaire et 600 millions d'euros sur la partie médico-sociale, sur des programmes d'investissement respectivement de 3 et 5 ans sur ces deux domaines, qui est en train d'être mis en œuvre et qui, entre guillemets, électrise complètement l'ensemble du secteur du numérique en santé pour aboutir à l'objectif d'alimentation des documents dans Mon Espace Santé. Pour concevoir ce programme, il a été travaillé avec les acteurs. Donc, on a constitué ce qui s'appelle des couloirs ou des task force. Donc, c'est-à-dire, on a pris secteur par secteur, par exemple, pharmacie d'officine, hôpital, médecine de ville, biologie, radiologie, et on a encore d'autres secteurs qui nous attendent, pour mettre autour de la table, dans des réunions très régulières, les professionnels et les représentants des professionnels, les éditeurs des solutions qui étaient sur ces logiciels, par exemple pour le Centre Hospitalier d'Avignon, les éditeurs de dossiers patients informatisés, pour les mettre autour de la table et dire ensemble quelles sont les exigences et les nouveautés qu'il faut installer dans les logiciels et qu'il faut financer pour justement réussir les objectifs collectifs autour de Mon Espace Santé. Donc ça a été vraiment notre méthode, et c'est une méthode qui a fait ses preuves et qui va aussi inspirer l'action publique dans le domaine du numérique en santé pendant les prochaines années. En termes de calendrier, les annonces sur le Ségur du numérique ont été faites en 2020, avec le lancement des fameuses task force que je viens d'évoquer à la fin de l'année 2020. On a réussi à publier, et c'était vraiment des travaux très intenses, en août 2021 pour un certain nombre de premiers secteurs, notamment la ville, l'hôpital, la biologie, la radiologie, les exigences pour une première vague d'évolution des logiciels. Et les éditeurs ont ensuite un programme dans lequel ils doivent s'inscrire. Ils avaient jusqu'à septembre de cette année pour faire les évolutions et amener à l'Agence du numérique en santé les preuves qu'ils avaient bien fait ces évolutions. Donc c'était des preuves de type une vidéo ou des messages informatiques d'exemples qui sortaient de leur nouvelle version des logiciels. Et ensuite,
avant le mois de septembre, l'ANS leur donnait, ou ne leur donnait pas, le cas échéant, une sorte de tampon qui consistait en un référencement pour dire, voilà, ce logiciel, par exemple, le dossier patient informatisé de tel ou tel hôpital, a passé, entre guillemets, les tests et est donc référencé. Et ensuite, ces éditeurs, ils ont jusqu'au 30 novembre de cette année, donc là c'est dans moins d'un mois, pour avoir récolté l'ensemble des bons de commande des structures, que ce soit des médecins de ville ou des structures comme les hôpitaux, pour dire, moi, hôpital ou moi, médecin de ville, je veux installer une version Ségur compatible de mon logiciel. Elle m'est financée par l'État, si je suis dans les calendriers. Et donc, ils ont jusqu'au 30 novembre pour récupérer ces bons de commande. Et les déploiements de ces solutions doivent être faits avant le 28 avril. Ce qui veut dire qu'au 28 avril, au moins sur les premiers secteurs que sont la ville, l'hôpital, la biologie, la radiologie, ainsi que les officines qui ont rejoint ce mouvement avec un petit peu de décalage, eh bien, l'ensemble des logiciels sera configuré et déployé pour notamment cette alimentation à mon espace santé. Et donc ça, c'est vraiment le financement aux éditeurs. Donc c'est la partie bleue que vous voyez, avec en parallèle, on l'évoquait tout à l'heure, la partie jaune qui sont des financements à l'usage, à la fois sur les médecins de ville ainsi que sur les établissements, pour sécuriser le fait que, par exemple, dans un hôpital, au moins pour un certain pourcentage des séjours, la lettre de sortie est bien envoyée à mon espace santé systématiquement. Ça se concrétise avec notamment l'étape que vous venez de voir sur le référencement, donc l'étape qu'on vient de passer là en septembre, par des résultats très impressionnants sur le nombre de solutions qui ont été référencées. Les exigences, elles sont nombreuses. C'est pas juste, j'ai simplifié tout à l'heure en disant une exigence d'alimentation de mon espace santé. En pratique, c'est plutôt des dizaines, si ce n'est des centaines d'exigences sur l'interopérabilité et la sécurité. Donc, c'est quand même une tâche assez difficile. Et on a réussi à embarquer, et je remercie aussi beaucoup les professionnels de ce secteur, les éditeurs de systèmes d'information. Et donc, aujourd'hui, on a 126 solutions qui ont été référencées dans le cadre du Ségur numérique sur ces premiers couloirs, hôpital, biologie, médecine de ville et radiologie. Vous voyez les différents types de logiciels qui s'affichent ici, qui sont vraiment les outils métiers de ces différents types de professionnels. Et ça représente, et c'est ça qui est très important, des parts de marché importantes. Alors, on est en train de travailler pour les éditeurs qui n'ont pas pu être au rendez-vous, qui correspondent au reste, entre guillemets, des parts de marché que vous voyez affichées là, à des dispositifs pour leur permettre quand même de rattraper les choses ultérieurement, mais c'est déjà très positif. Et donc, suite à ça, aujourd'hui, on commence déjà à avoir une très forte dynamique. Aujourd'hui, on constate qu'il y a 44 000 commandes de logiciels Ségur qui ont déjà été passées, qui sont déjà arrivées, entre guillemets, dans les systèmes de paiement. Donc ça, c'est très positif, dont 38 000 pour la partie médecine de ville et 1700 pour les hôpitaux. On a presque 1700 établissements sanitaires qui sont engagés dans le fameux dispositif de financement à l'usage qui s'appelle SunES, qui correspond à une partie très importante de l'activité hospitalière. Et on a, notamment, et je les remercie encore ici beaucoup, 150 établissements sanitaires qui ont été pilotes, notamment sur la messagerie citoyenne de mon espace santé, dont on va reparler dans quelques instants. Et peut-être pour terminer, quelques premiers chiffres qui sont très enthousiasmants sur la dynamique qui est lancée. La date d'avril 2023, date de limite de déploiement, c'est bien une date limite. La dynamique, elle a vraiment commencé. Sur l'alimentation de mon espace santé. C'était dit tout à l'heure par monsieur le ministre, il y a 25 millions de documents qui ont été alimentés par des professionnels vers mon espace santé depuis le début de l'année 2022. Donc entre janvier 2022 et maintenant, fin octobre, on a 25 millions de documents qui ont été alimentés. Ça, c'est très fort, c'est que c'est 2 fois plus en 10 mois que ce qui avait été fait en presque 10 ans de dossier médical partagé. Donc ça montre vraiment la dynamique qui est extrêmement bonne. Vous voyez sur la courbe qui est au centre de l'écran, 4 couleurs. Le rose, c'est les couleurs qu'on évoquait tout à l'heure avec l'alimentation par les patients. Donc ça, c'est des patients qui scannent leurs documents ou qui prennent en photo avec leur application mobile des documents. Donc ça montre qu'il y a quand même un certain dynamisme. C'est-à-dire que les patients qui vont sur mon espace santé, ils ne font pas que faire une petite visite, ils y contribuent, ils rajoutent des documents. Et les autres couleurs, c'est les courbes d'alimentation. Alors on peut s'arrêter 30 secondes sur les établissements sanitaires qui sont dans le vert foncé. Donc vous voyez qu'il y a une très bonne dynamique d'alimentation par les établissements sanitaires. On parle là de lettres de sortie d'hospitalisation, de compte rendu opératoire. Parfois d'ailleurs, et je crois qu'Avignon est très engagé dans cette dynamique, y compris des documents historiques. C'est-à-dire pas seulement les séjours qui se produisent maintenant, mais y compris des documents qui n'avaient pas pu être alimentés puisqu'il n'y avait pas encore cette connexion avec mon espace santé. Vous voyez aussi qu'il y a un fort dynamisme sur la biologie médicale, avec les courbes en jaune. Les comptes rendus de biologie structurés sont des éléments très très importants de mon espace santé. Et une dynamique sur la médecine de ville qui est en train de décoller et qui nécessite d'être encore confirmée. Voilà un petit peu la première dynamique qui est très positive et qui va nous permettre vraiment d'avoir un espace santé avec des données qui sont systématiquement alimentées après chaque épisode de santé. Et je vais passer la parole à ma collègue Ella Gariani pour vous parler de la messagerie citoyenne, de la stratégie d'inclusion sur le numérique. Merci beaucoup.
Alors très rapidement, on va faire un zoom sur les premiers usages de la messagerie sécurisée de mon espace santé. Vous l'avez compris, ça fait maintenant à peu près 10 mois que mon espace santé est lancé. Ça a été d'abord une affaire industrielle assez inédite de déployer ce service à l'échelle nationale. Ensuite, on a acté et œuvré avec les acteurs, on va dire, qui développent les solutions techniques, qui équipent les acteurs de santé pour faire en sorte que, voilà, petit à petit, on puisse avoir cette alimentation systématique qui va nous permettre, en fait, de faire la promesse à chacun de nos concitoyens qu'ils peuvent récupérer les données de santé qui les concernent, tout simplement à la sortie d'un épisode de soins. Et puis, il y a la messagerie sécurisée, qui, en fait, est une des fonctionnalités nouvelles de mon espace santé. En gros, ce qui s'est passé, c'est qu'au cours des 10 dernières années, on a vu les échanges électroniques entre les soignants et leurs patients se démultiplier. Et souvent, ça s'est fait sur Gmail, WhatsApp, en gros avec les choses qu'on avait sous la main. La réalité, c'est que lorsqu'on utilise ces solutions gratuites pour échanger avec le patient, même si c'est pour le bien du patient, la réalité, c'est qu'on n'est pas capable de garantir le secret médical. Très exactement, ces plateformes ont un modèle économique qui est basé sur l'exploitation des données qu'elles font transiter. Donc nous, on n'est pas capable de garantir à nos concitoyens que leurs données ne seront pas réutilisées, exploitées et qu'on a les conditions de confidentialité qui sont nécessaires. C'est toute l'idée qu'il y a derrière cette messagerie. C'est de pouvoir offrir aux soignants qui choisissent d'échanger de manière électronique avec leurs patients pour un meilleur suivi médical, d'avoir les mêmes conditions de sécurité qu'ils ont dans leur pratique de manière générale, avec la même déontologie et le même respect du secret médical. Et donc cette messagerie, très concrètement, ça va permettre à un professionnel d'envoyer un message auprès de son patient, avec son patient, que ce soit en amont de sa venue, imaginons à l'hôpital, comme c'est le cas ici, pour adresser une convocation ou bien des consignes sur l'admission. Ça va aussi permettre parfois, pour des pathologies chroniques ou des parcours de santé qui sont un peu longs, comme par exemple une maternité, d'avoir des échanges réguliers avec le patient ou la patiente pendant tout son accompagnement et sa prise en charge. Et enfin, ça peut permettre aussi, dans une démarche un peu de suivi de qualité de la relation avec le patient, de commencer à échanger en aval du séjour pour envoyer des documents qui peuvent être importants. Et ça peut être notamment le cas dans le cadre des bilans aux âges clés dont on a parlé tout à l'heure à des fins de prévention. Donc nous, très concrètement, pour cet usage un peu nouveau, on a fait le choix de travailler avec des établissements qui étaient volontaires, qui voulaient se plier au jeu et jouer le jeu avec nous, de développer des usages qui soient pertinents, aussi bien d'un point de vue administratif que médical, pour une meilleure relation avec les patients. Et ça s'est passé ici, notamment à Avignon. On en aura on pourra en dire quelques mots par la suite. Et ce qui est très intéressant, c'est que très vite, aussi bien les communautés médicales que le professionnel administratif au sein des établissements se sont saisis des outils pour améliorer les modalités de communication et d'échange avec les patients. Et donc, nous, il y a des choses qui nous ont été remontées et qu'on n'avait pas nécessairement en tête. Aujourd'hui, si on regarde le sujet d'un point de vue, par exemple, de la cybersécurité, une des failles principales qu'on rencontre à l'hôpital, ça passe par la messagerie. En fait, comme on peut être amené à utiliser des messageries non sécurisées à l'hôpital, ça peut être parfois des voies de passage pour des cyberattaques. Eh bien, on a des professionnels qui ont fait le choix d'utiliser cette messagerie sécurisée aussi avec cette idée en tête d'en améliorer la sécurité pour garantir la cybersécurité au sein de l'établissement. Tous ces retours-là, pour nous, ils sont extrêmement utiles. D'abord, ils nous permettent, avec les collègues de l'assurance maladie, d'améliorer très concrètement le service qui est mis entre les mains des professionnels et des patients. Pour nous, c'est vraiment une source d'information qui est extrêmement utile pour maintenir cette logique d'amélioration continue dont on a parlé. C'est aussi un moyen, en fait, de déployer les usages de mon espace santé. C'est-à-dire d'avoir des retours de professionnels qui vont nous dire « ça a marché, ça n'a pas bien marché ». Ça va nous permettre de parler à des confrères entre pairs et d'avoir ce retour d'expérience. Donc on va avoir là tout de suite quelques vidéos justement qui font ce retour d'expérience de quelques établissements de santé qui ont commencé à utiliser mon espace santé et notamment la messagerie. Donc cette messagerie, d'abord ça commence, ensuite ça sécurise les échanges entre les soignants et leurs patients et puis enfin ça permet de garantir une meilleure relation de manière électronique entre les soignants et les soignés. On va avoir quelques témoignages, je pense, par vidéo.
Bonjour, je m'appelle Léa Gelsolino, je suis sage-femme coordinatrice au sein de l'hôpital privé Natessia. Je suis le docteur Slama Boran, je suis onco-hématologue au centre hospitalier d'Avignon. Je suis chef de pôle de cancérologie du territoire 84 et présidente de la commission médicale du groupement du Vaucluse. Je suis le docteur Buenos, je suis chirurgien, praticien hospitalier au centre hospitalier Nord de Sèvres, spécialisé en chirurgie bariatrique, donc c'est-à-dire la prise en charge des personnes obèses. Nous, au sein de Natessia, on est très heureux de faire cette passerelle avec mon espace santé. Ça nous permet d'ouvrir un lien avec les patientes via leur messagerie citoyenne et par la suite, si elles ont des questions, à pouvoir communiquer avec nous directement. C'est surtout un bien-être pour les patientes. Elles savent qu'elles ont quelqu'un au bout d'une messagerie qui peuvent répondre à toutes leurs questions tout au long de leur grossesse. Ça rassure rapidement les patientes sur des questions qui sont certes médicales, mais qui ne sont pas urgentes. Sur une patiente qui s'est inscrite, c'était avant l'été, et elle s'inquiétait de savoir si elle pouvait voyager. J'ai pu lui répondre dans l'après-midi. Ça va nous permettre aussi de communiquer avec les patientes après leur accouchement, donc quand elles seront de retour à la maison, comme par exemple quand elles demandent leur dossier médical. Grâce à la messagerie citoyenne, on va pouvoir leur envoyer leur dossier médical rapidement, de manière sécurisée et sans frais. Depuis avril, nous alimentons le dossier médical partagé avec un certain nombre d'informations, les bilans biologiques, les comptes rendus hospitaliers, les comptes rendus de consultation. Aujourd'hui, 100 000 dossiers médicaux partagés sont alimentés régulièrement. Cet outil va permettre une meilleure coordination de l'ensemble des acteurs de la ville, mais aussi de l'hôpital, en incluant les médecins traitants, les infirmières libérales, le pharmacien. Cela permettra éventuellement d'éviter un certain nombre de redondances d'examens, parfois même des hospitalisations par les urgences, de répondre à des inquiétudes, de l'angoisse des patients. Mon espace santé, en fait, s'est imposé à notre prise en charge dès le mois de février, puisque nous, dans le cadre de notre activité de chirurgie bariatrique, on prend beaucoup de photos nues pour voir l'évolution de la silhouette. Et on ne voulait pas que, si on envoyait ces photos aux patients, n'importe qui ouvre ces photos et en fasse n'importe quoi. Donc grâce à la messagerie sécurisée, on a eu déjà une première possibilité de communiquer de façon tout à fait sécurisée avec les patients. L'obésité, ça n'est pas de la chirurgie traditionnelle. C'est des patients qu'on suit de façon très régulière avant d'être opérés. Il y en a qui sont opérés, il y en a qui ne le sont pas. Puis qu'on suit à travers une prise en charge diététique, une prise en charge sexologique, prise en charge psychologique. Donc ça fait tout un tas de documents qui maintenant sont envoyés dans cet espace que le patient range à sa guise et peut conserver et peut surtout retrouver facilement. Ensuite, il nous est arrivé de penser à d'autres applications qu'on est en train de développer. On sait par exemple qu'on est dans une zone blanche, donc l'accès aux structures de soins est assez compliqué. Il y a de la route et souvent les patients ont parfois des questions à nous poser en post-opératoire en particulier. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a ouvert la discussion avec les patients qui sont opérés pendant 1 mois jusqu'à la consultation de contrôle au 1er mois. Ça va vraiment nous faciliter et nous améliorer la communication avec nos patientes. L'idéal, ce serait vraiment que toute la population utilise cet outil pour un meilleur accompagnement. Alors, avant de passer la parole à monsieur le directeur du CHU, encore merci de nous accueillir aujourd'hui, on ne pouvait pas faire un bilan sur les 10 mois du lancement de Mon Espace Santé sans vous parler de l'inclusion. Vous l'avez dit, monsieur le ministre, il y a des citoyens qui aujourd'hui n'ont pas le même niveau d'aisance avec le numérique qu'une partie de la population. On le sait, c'est une part substantielle. 13 millions de nos concitoyens ne sont pas nécessairement à l'aise avec le numérique. Et en toute sincérité, quand on parle d'un service comme Mon Espace Santé, en fait, l'accompagnement, il s'adresse à tous, pas uniquement aux personnes qui ne sont pas nécessairement à l'aise avec le numérique. C'est un outil qui va nous concerner tous au quotidien et c'est important pour ça d'avoir souvent quelqu'un, une personne qui va nous accompagner à mieux comprendre et à prendre en main un service comme Mon Espace Santé. Et c'est pour ça que très tôt, avec les collègues de l'assurance maladie, lorsqu'on a imaginé le lancement de Mon Espace Santé, on s'est dit qu'il fallait
naturellement et dès le début prendre en compte cette question de l'accompagnement des citoyens à la prise en main de mon espace santé. Et pour ça, on a mis en place un réseau de partenaires qu'on appelle les ambassadeurs Mon Espace Santé, qui sont déployés aussi bien au niveau national qu'au niveau régional, parce que c'est extrêmement important autour de ces questions-là d'avoir une approche de proximité. Donc on a une dizaine de partenariats qui sont définis au niveau national et qui se déploient au niveau régional avec l'aide d'un réseau qu'on appelle nous les coordonnateurs sur le volet Mon Espace Santé et qui du coup font des actions sur le terrain. D'abord avec les réseaux des médiateurs numériques qui sont des professionnels de l'inclusion. C'est des gens qui travaillent soit dans des centres d'action sociale sur le terrain, soit dans des maisons France Service et qui en fait dans leur quotidien sont amenés à accompagner des citoyens dans leurs usages du numérique. Et alors, c'était extrêmement important qu'ils soient aussi en capacité d'accompagner les citoyens à la prise en main de Mon Espace Santé, tout simplement, comme tous les services publics numériques auxquels ils accordent de l'importance au quotidien. Et puis, on avait une autre catégorie de partenariats qui était plus proche des réseaux de santé, plus proche des partenaires naturels qu'on va avoir quand on va prendre soin de sa santé. Et pour ça, il a fallu qu'on développe des partenariats un peu particuliers et qu'on a déployés au niveau régional avec soit des associations de patients, soit avec des collectivités qui étaient particulièrement engagées sur ces questions de prévention et d'accompagnement à la santé. Et dans ces cadres-là, en fait, l'objectif, c'est d'imaginer des actions qui vont être extrêmement concrètes pour que des citoyens, comme vous et moi, dans notre parcours au quotidien, on puisse croiser ou rencontrer une personne, comme ici à l'accueil du centre hospitalier, qui va nous expliquer, en fait, Mon Espace Santé, comment ça marche, à quoi ça sert. Et ces moments d'échange-là, c'est autant des moments de médiation numérique où en fait on va expliquer comment on se connecte, comment on reçoit le code d'activation, mais c'est aussi des moments d'échange sur la sensibilité, l'intimité de nos données de santé et l'attention toute particulière qu'on doit y prêter pour mieux les gérer au quotidien. Et donc cette démarche, on l'a initiée il y a quelques mois avec, je vous l'ai dit, des partenaires au niveau national, avec un réseau au niveau régional. Et cette action de proximité, nous on le croit sincèrement, c'est ce qui va nous permettre d'accompagner le plus grand nombre dans la prise en main de ce nouveau service public. Et donc ce travail, on va vraiment le continuer dans une logique d'aller vers, on a utilisé le mot tout à l'heure, c'est-à-dire d'aller vers les citoyens qui ont besoin de Mon Espace Santé pour prendre en main leurs données de santé, les récupérer automatiquement et faire en sorte qu'eux aussi, ils participent directement à la constitution de leur historique médical dans Mon Espace Santé pour au final être mieux soignés. Voilà ce qu'on avait à vous dire pour les quelques mois de retour d'expérience autour de Mon Espace Santé. Et je laisse la parole à monsieur le directeur. Apparemment. Ah oui, alors ça y est, il fonctionne. Merci. Je vais essayer, après toutes ces présentations, de faire le lien entre un hôpital comme le nôtre et l'ensemble de ces outils numériques. Donc, notre établissement, le centre hospitalier d'Avignon, établissement de référence de Vaucluse, établissement support du groupement hospitalier de territoire de Vaucluse, est résolument engagé aujourd'hui dans 4 actions prioritaires. Ces actions sont le renforcement de son offre de soins et du maillage territorial pour proposer à tous des soins publics de proximité et de recours, en lien avec l'ensemble de ses partenaires et notamment la médecine de ville. L'autre axe est une organisation des parcours de soins centrés sur le patient, en en faisant un acteur central de sa prise en soin. Notre troisième axe est une réforme de son organisation et de sa gouvernance interne afin de libérer des énergies en déconcentrant une partie importante de son décisionnel vers les pôles et services de soins. Et enfin, notre quatrième axe de travail est la rénovation d'une part importante de son patrimoine immobilier grâce au soutien de l'État, afin d'apporter plus de cohérence dans la prise en charge des patients au sein même de notre structure, plus de confort pour ces patients et les aidants, et enfin d'améliorer les conditions de travail des personnels hospitaliers. Nos 2 premiers axes prioritaires, qui sont donc, pour les résumer, l'organisation des soins sur le territoire, la pertinence du maillage et rendre le patient acteur de sa prise en soins, nécessitent, outre la qualité des équipes hospitalières, la volonté d'ouverture qui les anime, des outils numériques adaptés. Ainsi, l'établissement s'est dès 2018-2019, après la présentation du concept de maison Mon Espace Santé, résolument intéressé à l'alimentation des données santé du patient. Mais pour alimenter de façon adaptée et sécuriser ces données, pour dialoguer entre établissements, pour dialoguer avec la médecine de ville, il était indispensable de consolider et sécuriser, rendre interopérables les logiciels qui constituent notre socle numérique.
Le centre hospitalier d'Avignon a alors pu bénéficier des aides et de l'accompagnement financier conséquent des pouvoirs publics pour y parvenir grâce aux différents programmes. Certains ont été évoqués, Hôpital numérique, Open et maintenant le Ségur numérique. Sans ce soutien fort de l'Agence régionale de santé à travers ces programmes nationaux, rien n'aurait été possible et il est important ici de le souligner. Et nous voici aujourd'hui en 2022, avec une architecture informatique certes encore perfectible, mais suffisamment solide pour accompagner notre communauté hospitalière dans sa volonté d'un partage sécurisé de la bonne information au bénéfice de la prise en soin du patient. Dès le lancement officiel de mon espace santé, le centre hospitalier d'Avignon et dans son sillon les hôpitaux du groupement hospitalier de Vaucluse a mis en œuvre tous les moyens informatiques pour l'alimenter, depuis son dossier patient informatisé, ses logiciels de laboratoire, d'imagerie et d'urgence, avec de nombreux industriels privés partenaires, mais aussi avec le GRAD IESS. C'est grâce à ce foisonnement d'outils et de partenaires que nous avons pu avancer aussi vite. À notre sens, cet outil est la clé qui nous manquait pour régler le problème de l'interopérabilité entre l'hôpital et la ville, le sanitaire, le médico-social, le public et le privé, pour mieux informer le patient sur son propre parcours de soins. Grâce à lui, le parcours de soins numérique du patient dispose dès à présent d'un coffre-fort numérique personnel et sécurisé. Grâce à lui, la téléconsultation et la téléexpertise trouvent désormais un support unique et respectueux des droits du patient. Vous l'avez compris, notre communauté hospitalière résolument mobilisée, soutenue par notre direction des systèmes d'information dont je souligne la performance, a permis à date d'alimenter 185 202 DMP et de transmettre 802 380 documents qui viennent enrichir, renseigner les dossiers des patients du territoire, facilitant ainsi les parcours de soins et l'appropriation de la compréhension de ces parcours par les patients. Bien sûr, il nous faut continuer à développer les organisations en intégrant systématiquement cet outil dans nos démarches. Bien sûr, il nous faut poursuivre la réflexion sur la délivrance de la bonne information au bon moment. Bien sûr, il nous faut poursuivre le renforcement de la sécurité des systèmes d'information, producteurs de données, afin que chaque Français considère sereinement son espace santé comme l'outil indispensable à sa prise en charge sanitaire. Mais vous l'avez sans doute perçu, Monsieur le Ministre, nous sommes résolument et objectivement optimistes quant à l'avenir de ces très bel outil au service de notre santé à tous et résolument engagés pour le faire vivre et évoluer. Au nom de l'ensemble de la communauté hospitalière que j'ai le privilège de représenter, merci Monsieur le Ministre de nous avoir donné l'opportunité, grâce à votre présence à nos côtés, de partager cet engagement et notre implication dans le numérique en santé au bénéfice de tous nos concitoyens. Merci beaucoup. Alors, vous l'avez compris, nous sommes vraiment à un moment charnière. Je crois qu'il ne faut pas avoir honte de comparer ce moment avec des moments qui ont été historiques dans l'évolution de la santé. Je compare à l'avènement de la vaccination avec Louis Pasteur, dont on va fêter d'ailleurs le mois prochain les 200 ans de la naissance. Nous avons eu les antibiotiques, c'est devenu tellement habituel, je ne vais surtout pas dire automatique, qu'on oublie que ça date de moins de 100 ans. La radiothérapie, les thérapies géniques, et vraiment l'avènement du numérique fait partie de ces innovations qui vont transformer notre façon de prendre en charge la santé. Alors Thomas Fatoum parlait tout à l'heure de Far West. Donc la ruée vers l'Ouest a été lancée par le président de la République il y a quelques années. Il s'est doté de cartographes, de Marshall. Vous avez compris le rôle essentiel de la délégation du numérique en santé, de la caisse d'assurance maladie. Mais comme dans toute ruée vers l'Ouest, il faut des pionniers. Et je vous remercie, Madame le maire, que votre hôpital soit l'un de ces pionniers qui a le courage d'aller vers ces nouvelles terres que représente le numérique en santé et nous montrer finalement le chemin. Monsieur le directeur, vous venez de nous donner des chiffres qui montrent combien vous êtes investi et comment vous tracez ce sentier pour que tout le monde puisse vous suivre. Alors, dans toute conquête, il ne faut pas se détacher de nos valeurs profondes. Donc, nos valeurs profondes, c'est l'éthique. Et l'ensemble de ce qui se passe autour de ce numérique en santé doit répondre à nos valeurs d'éthique qui sont d'ailleurs la base de ce que nous démarrons avec les conseils nationaux de la refondation en santé, et je serai demain à Marseille d'ailleurs pour voir les résultats d'un de ces CNR santé. Donc cette éthique doit toujours être au centre de nos préoccupations. Et puis,
insistant bien sur le fait que mon espace santé, dans cette logique d'éthique, appartient bien aux citoyens, n'appartient pas aux professionnels de santé. C'est lui qui dispose des éléments, c'est lui qui décide qui doit avoir accès à ces données de santé ou pas. Et ça, je crois que c'est vraiment important. Le numérique, on peut pas passer à côté aujourd'hui. Il est partout, il est dans nos poches, il est sur notre lieu de travail, il est à la maison. Le numérique en santé, c'est une formidable opportunité pour mieux soigner, pour soigner les gens qui aujourd'hui sont les plus éloignés du soin et puis pour faire avancer la prévention. Bien entendu, il reste des chapitres à écrire dans cette histoire de l'Ouest du numérique en santé. Ces chapitres, nous les écrirons tous ensemble avec l'ANSDNS et tout ce qui est autour, avec la Caisse d'assurance maladie, avec les services du militaire, mais surtout avec vous les professionnels et avec les patients. Et je suis très optimiste et tout ça va être la base de la rédaction et des réflexions de notre nouvelle feuille de route du numérique en santé 2023-2027, dont les travaux débutent, mais vous aurez bien compris quel est l'axe. Encore merci de nous accueillir à Avignon, pionnier du numérique en santé. Et puis donc, nous sommes à votre disposition si vous avez quelques questions. On a été tellement clair que personne n'a de questions. Ah, si. Qui veut répondre? Donc là, la logique de la création automatique sauf opposition, c'est à peu près cette dynamique-là. C'est-à-dire, on en fait un service public, il est universel, il est gratuit et on y a tous droit. Par contre, c'est tout à fait compréhensible qu'une personne, pour une raison ou pour une autre, elle ne préfère pas disposer d'un carnet de santé numérique. Exactement comme si une famille qui avait son carnet de santé papier, elle choisissait systématiquement de le laisser à la maison. Là, il en va, entre guillemets, du libre choix des personnes. Et ce libre choix, dans notre contexte à nous, il peut s'exprimer par le droit d'opposition. Par contre, imaginons qu'une personne, à un moment donné, pour une raison ou pour une autre, elle se dise « Tiens, à court terme, en fait, je préfère pas avoir de carnet de santé numérique. » Et que, au moment de sa vie, pour une raison ou pour une autre, encore une fois, elle a un pépin de santé, et à tout moment, elle va pouvoir activer son espace numérique de santé, et ça, tout au long de sa vie. Donc, c'est vraiment cette idée même que vient d'indiquer le ministre, qui est de dire « Ce carnet de santé, c'est celui des concitoyens. » Et on peut choisir, notamment, de ne pas en avoir un. Je me suis déjà exprimé sur le fait que la coercition est rarement une solution idéale. Alors quand il y a des forts enjeux de santé publique, bien sûr, il faut de l'obligation, il faut de la coercition, c'est évident pour protéger les autres. Mais là, en l'occurrence, la coercition serait probablement contre-intuitive dans le cas de ce carnet de santé numérique de mon espace santé. Et d'ailleurs, on voit que simplement 98% de nos concitoyens sont d'accord, ce qui est énorme en termes d'acceptabilité. Je vous en prie. À peu près, un peu plus. C'est justement pour ça que, d'abord, au moment où on a conçu cette idée de permettre à tout à chacun de prendre en main son espace numérique de santé s'il le souhaitait, on s'est d'abord raccroché au mécanisme qu'on appelle de médiation numérique qui existe déjà, même pour aider les gens, par exemple, à payer leurs impôts sur Internet. Et alors, ces mécanismes-là, ils sont structurés autour de ce qu'on appelle les maisons France Service. Donc, ça peut être soit dans une commune, dans une mairie, ça peut être dans un centre d'action sociale, ça peut être vraiment dans une association locale, dans les réseaux qu'on appelle de plus en plus tiers-lieux, qui peuvent voir émerger dans des centres-bourgs, par exemple. Et là, généralement, il y a des acteurs qui sont chargés de médiation numérique. Et nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a travaillé d'abord avec ces réseaux qui font en fait de la solidarité numérique sur les territoires pour bien s'assurer qu'ils soient aussi en capacité d'accompagner le plus grand nombre à utiliser mon espace santé en tant que service public pour gérer sa santé. Donc ça, c'est vraiment l'approche première. Ensuite, ce qu'il faut aussi avoir en tête, et en toute sincérité, pour nous, c'est aussi un élément important, c'est que cette logique de création automatique
d'alimentation systématique par les acteurs de santé, ça va permettre aux personnes, même qui par elles-mêmes n'iraient pas se connecter, pour une raison ou pour une autre, d'avoir ce dossier médical se constituer petit à petit et par exemple de pouvoir être mieux pris en charge en cas d'urgence, comme le disait Monsieur le Ministre en introduction. Il y a pas longtemps, il y a 2-3 semaines, j'ai aidé des grands-parents à activer leur espace numérique de santé et en fait, en le faisant, ils m'ont naturellement dit « Non mais moi, c'est pas grave si je me souviens pas du mot de passe parce que toute seule, je me reconnecterai pas. » Mais par contre, de savoir que mon médecin traitant, l'hôpital, le laboratoire de biologie va pouvoir l'alimenter, savoir que petit à petit, en fait, va se constituer mon carnet de santé numérique et que les professionnels qui interviennent dans ma prise en charge vont pouvoir le consulter, que ce soit pour les professionnels comme les infirmiers qui interviennent à domicile ou même, voilà, en cas d'une prise en charge à l'hôpital, ça les rassure d'avoir ce carnet de santé numérique à disposition et alimenté par les acteurs de santé qui les accompagnent. Compléter, parler de déserts médicaux, même si j'aime pas ce terme, mais enfin, effectivement, c'est le terme consacré. Pour autant, il n'y a pas de désert de santé en France. Et on a tous les autres professionnels de santé qui, eux aussi, sont des ambassadeurs, des relais. Le pharmacien va pouvoir montrer aux gens comment ouvrir mon espace santé. Les autres professionnels de santé, je sais qu'il y a quelque temps, on avait évoqué les ambulanciers. Beaucoup de gens, les ambulanciers sont un petit peu partout, peuvent aider là aussi. Ces ambassadeurs santé, ça va être tous les professionnels de santé, a fortiori ceux qui renseignent mon espace santé. Excusez-moi, pour alterner, je vais vous poser des questions qui ont été posées dans le chat par des journalistes qui nous suivent à distance. Il y a une question de Hospimédia. Est-ce que la messagerie s'adresse aussi aux professionnels de santé libéraux ou uniquement pour les établissements de santé? Donc je pense qu'il y a besoin d'une précision là-dessus. Et une question du généraliste. Combien de médecins libéraux ont utilisé la messagerie? Et pouvez-vous préciser les chiffres d'alimentation de documents par les médecins libéraux? Alors, premièrement, sur les messageries sécurisées de santé, il préexistait avant mon espace santé ce qu'on appelle l'espace de confiance des messageries sécurisées de santé, MS Santé, qui permettait aux professionnels équipés d'échanger. Donc ça couvrait déjà à la fois la médecine de ville et les établissements sanitaires, mais également les laboratoires de biologie médicale et d'autres types de structures qui interviennent dans le domaine de la santé. Donc ça préexistait pour les échanges entre professionnels. On a étendu cette messagerie sécurisée à des échanges avec le patient. Donc ça vaut pour tous ceux qui disposent de boîtes électroniques de messagerie sécurisée de santé. Donc ça vaut aussi bien pour les professionnels de ville que les professionnels hospitaliers. Après, comme l'évoquait Ella tout à l'heure, l'enjeu, ça va être aussi de trouver les usages, suivi de malades chroniques, envoi d'un document de préadmission pour l'hôpital, etc. etc. Mais ça concerne bien l'ensemble des professionnels. Ensuite, sur les logiciels des professionnels de ville, ce qu'on peut vous dire, c'est les chiffres qui étaient présentés tout à l'heure. Aujourd'hui, on a une couverture du marché qui a été référencé, qui est très importante, qui dépasse 80%, qui est d'ailleurs sur les solutions référencées sur les logiciels de cabinet, on en a 14 pour les professionnels de ville, soit 80% du marché. Et en termes de calendrier, ces professionnels de ville vont être déployés d'ici avril 2023 au plus tard. Je prends une deuxième question pour éclairer un peu vos propos concernant le catalogue. Il y a une question qui nous est posée par News Assurance Pro. Concernant le catalogue d'applications, combien de candidatures avez-vous étudiées pour référencer les 12 applications? Quel est le taux d'acceptation? Alors, aujourd'hui, on a un stock de 250, un peu plus de 250 applications. C'est assez difficile, honnêtement, c'est pas représentatif de donner des pourcentages de refus ou pas. On a un certain nombre d'applications qui sont pas aujourd'hui référencées parce qu'ils remplissaient pas tous les critères. On a un système plutôt d'accompagnement des applications. Je vais pas rentrer dans le détail, mais typiquement, on a un certain nombre d'applications qui sont venues frapper à la porte, qui sont satisfaisantes, mais notamment qui ont encore des lacunes en termes de RGPD. Et je me permets d'insister là-dessus, ça a l'air technique, mais c'est très important. Le référencement, il est en train aussi, il va faire monter quelque part le niveau du respect du RGPD dans notre pays. On a malheureusement encore trop d'applications qui ne respectent pas complètement les règles et qui doivent remplir leurs obligations, notamment vis-à-vis de la CNIL. Et donc, on leur dit quelque part... vous êtes tout bon, sauf qu'il y a 1 ou 2 points qui font que vous ne respectez pas aujourd'hui le RGPD. Revenez nous voir quand vous aurez récupéré une conformité totale au RGPD et on vous fait rentrer dans le système. Donc, on est dans cette mécanique de dialogue d'accompagnement, mais avec une exigence qui reste importante. Du quotidien du médecin, comment êtes-vous certain que les assurés ont bien reçu le mail ou le courrier d'information et qu'il s'agit d'un consentement éclairé? Donc ça, c'est le quotidien du médecin qui nous pose la question.
Et du coup, combien de Français ont activé volontairement ça? La réponse est dans le dossier de presse. Oui, tout à fait. Alors, d'abord, toute cette campagne, en effet, d'information, mail et courrier, elle s'est appuyée sur les bases de données de l'assurance maladie, les bases d'adresses, de contacts de l'assurance maladie, qu'on considère comme fiables. Je prenais un exemple, 42 millions de personnes ont un compte Amélie, mais au-delà de ça, on a 5 millions de connexions par jour. Donc, on a une intensité de contact avec le compte Amélie, avec les mails, qui fait qu'on est assez confiant sur la fiabilité de nos informations. Mais plus important que ça, on a ouvert, et il est toujours ouvert, un espace support téléphonique vis-à-vis des gens qui peuvent toujours appeler s'ils ont pas reçu, etc., etc. Il y a des gens qui nous ont sollicité. Et deux, pour être encore plus précis, les gens qui, éventuellement, les courriers qui nous seraient revenus en NPAI, comme on dit, je ne crois pas que ce soit le terme maintenant consacré, mais l'adresse n'était plus la bonne. Alors, on met de côté, on n'a pas de création automatique si on a des courriers dont on sait qu'ils ne sont pas arrivés. Donc voilà, on est attentif à tout faire pour que l'information soit bien arrivée vers la personne, avec donc une attention forte, un support téléphonique et une gestion particulière de ce qu'on appelle les adresses le fameux NPAI que vous connaissez tous. Autre question? Oui. Prenez peut-être le micro, parce que je pense que les gens qui sont en visio n'entendent pas. Il va falloir un super ordinateur ou un super portable, parce que vu le nombre d'espaces que ça mobilise sur son portable, plus les autres applications qu'on a aussi dans notre usage. Donc en fait, et vu les prix des portables qui augmentent, vous ne posez pas la question sur vos mails que vous recevez, où il faut aussi des super ordinateurs derrière pour récupérer tous les mails, ou sur... Alors là, vous parlez de capacité de stockage. Là, on n'a pas besoin de stocker puisqu'on se connecte à quelque chose. Donc, il n'y a pas de stockage sur votre téléphone. Je parle sous le contrôle des spécialistes. L'espace santé, d'abord, en termes d'infrastructure, l'hébergement en France fait l'objet de gros travaux techniques pour que ce soit une infrastructure de serveurs extrêmement robuste, extrêmement sécurisée. Ensuite, quand on vient sur la partie entre guillemets client, c'est-à-dire ce que vont concrètement utiliser les citoyens qui ont un espace santé, comme c'est évoqué tout à l'heure, ils ont deux possibilités, soit utiliser un ordinateur pour aller dans un navigateur sur un site web pour aller consulter leur espace santé. Et effectivement, on promeut beaucoup l'utilisation de l'application qui avait été détaillée tout à l'heure. L'application Mon Espace Santé, elle est comme d'autres applications sur les stores d'applications, on essaie de travailler à minimiser le stockage, c'est-à-dire le poids de l'application dans le téléphone portable. J'ai pas le chiffre précis, mais on pourra vous le communiquer, de probablement quelques dizaines de mégaoctets au maximum, pour essayer vraiment de limiter la taille que ça prend en termes d'application sur les téléphones des uns ou des autres. Après, pour ceux qui ne disposent pas de téléphones intelligents qui permettent de télécharger des applications, l'application Mon Espace Santé reste accessible, on l'a évoqué tout à l'heure, d'abord par les professionnels de santé dans certaines conditions d'accès, mais aussi depuis un ordinateur qui serait par exemple à leur disposition chez eux ou dans une maison France Service ou chez quelqu'un de leur famille. C'est un petit peu la réponse, je pense, par rapport à votre question. La sécurisation des données de santé est une obsession pour le ministère de la Santé et pour moi. C'est-à-dire que nous devons sécuriser, et bien entendu, nous sécurisons au maximum les données de santé de nos concitoyens pour éviter que ces données puissent être piratées, même si malheureusement, et on a pu le constater encore erramment, c'est une chose qui peut encore arriver, mais là aussi on est dans un programme de sécurisation au niveau des établissements et d'accompagnement. L'application, et ça marchera très bien, et il n'y a pas de stockage. Enfin, en tout cas, moi j'ai un très vieil iPhone que je n'ai pas renouvelé depuis plus de 8 ans et ça marche très bien et ça prend pas du tout l'espace de mon téléphone. On a encore le temps pour une question à distance. Il y a une question de RTL. Quels sont les motifs de refus évoqués par les 2% d'assurés qui n'ont pas voulu de Mon Espace Santé? Et plus généralement, 7 millions de comptes seulement activés en plus de 10 mois. Pourquoi cette lenteur? Les Français sont-ils assez au courant? Va-t-il y avoir des courriers ou mails de relance? Merci. Alors, sur le principe des refus, et puis je laisserai Thomas Fatome répondre sur les mails de relance, mais on ne demande pas pourquoi les gens refusent. Enfin, voilà.
Il refuse, point. Mais on ne va pas aller chercher le pourquoi du comment. Ouais, sur la deuxième question. On voit que dès lors qu'il y a cet envoi de mail qui fait qu'il s'est passé quelque chose, alors ça génère mécaniquement en tout cas vraisemblablement très souvent, une action de la part de l'assuré qui va activer son espace santé. Et au-delà de ça, on continue. Cette conférence de presse en est évidemment le meilleur exemple, mais on continue une action très importante de communication, d'information. Voilà, vous avez, j'espère, tous vu les spots de la couleur rose, la fusée, le lancement, la navette spatiale de Mon Espace Santé, les spots télé, tout ça, ça continue pour continuer à informer. Et on l'a vu aussi au CH d'Avignon. Dès lors qu'il y a une admission, on a vu, il y a un flyer qui est remis avec Mon Espace Santé. Donc, c'est cette dynamique d'information et de communication, elle va se poursuivre dans les prochaines semaines. Le message vraiment essentiel, hein, c'est de bien expliquer à nos concitoyens que c'est leur dossier médical, à eux. C'est eux qui décident ce qu'ils en font. C'est pas du tout on ne force pas la porte, entre guillemets, et je crois que ça, c'est un message qui est important pour réussir à convaincre peut-être les 2% de nos concitoyens qui restent. D'accord. Merci à tous, et puis on a impatience de continuer à voir ce bel établissement.